Salut! Le mec, c'est comme ça qu'il revient après 2 mois d'absence. Non, bah écoutez, j'espère que déjà vous allez bien, vous, que tout se passe bien dans votre vie, que votre famille est heureuse, que vous êtes au plus... Et ensuite, je tiens à m'excuser pour ces 2 mois d'absence. Je vous ai un peu friendzoné, pour le coup. Mais attention, j'ai une bonne raison. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, mon travail, c'est de faire des blagues sur scène. Je fais du stand-up. Et comme les théâtres ont réouvert il y a quelques semaines, bah voilà, j'étais obligé de travailler, d'écrire des nouvelles blagues, de jouer sur scène. D'ailleurs, je vous mets un petit extrait, c'est cadeau. Bonsoir. Ça va, vous allez bien? Ouais. J'aime beaucoup l'attitude. Je sais pas, il y a un truc qui fait peur mais qui est gentil. Je sais pas. Comment tu t'appelles? Ahmed. Ah, c'est ça qui fait peur. Voilà. T'es venu avec qui, Ahmed? Tout seul. C'est ça qui fait encore plus peur. Qu'est-ce que je suis bon. Donc ça, c'est la raison principale de mon absence de YouTube. Et la deuxième raison, et je vous jure que c'est vrai, j'ai continué à regarder Reddit pour vous trouver des histoires, mais là, depuis quelques semaines, il y avait que de la daube. Rien, nul. Et j'ai lu, tous les jours, 1 heure. Que dalle, 0. Donc voilà, je me justifie comme une victime parce que j'ai eu pas mal de commentaires. Il ne fait plus rien, je me désabonne. Mais où est-il? Il nous a lâchement abandonnés. Oui, c'est vrai, mais je suis de retour. Et d'ailleurs, pour me faire pardonner, je ne suis pas de retour avec une seule histoire, mais avec 2. Et je vous propose tout de suite que nous démarrions avec la première histoire. Nous suivons aujourd'hui l'histoire de Kate, qui travaille en maison de retraite. Elle nous explique que c'est un travail difficile, que le temps est très long, qu'il y a beaucoup d'heures supplémentaires et que le salaire est très bas. Ce à quoi j'ai envie de répondre, si t'es pas contente, tu démissionnes. Eh bien non, Kate ne partira pas, puisqu'elle a toujours adoré son travail. Elle a en effet toujours aimé aider les gens, un petit peu comme moi, et fait de son mieux pour les accompagner dans les dernières années de leur vie, un petit peu comme moi, quand je les tue. Jusqu'au jour où Madame Lizzie est arrivée dans la maison de retraite. Madame Lizzie était une charmante vieille dame au comportement et au caractère chaleureux. Elle avait travaillé toute sa vie en tant que maîtresse d'école, mais avait été forcée de prendre sa retraite en raison de sa vieillesse. Elle répétait d'ailleurs souvent « Il n'y avait rien qu'elle aimait plus que les enfants ». Cependant, la vraie raison de l'arrivée de Madame Lizzie en maison de retraite n'était pas la vieillesse. En effet, Kate nous explique que la vieille dame souffrait d'un cas de démence précoce qui évoluait très rapidement. Pendant les premiers mois, elle était dynamique, toujours à raconter de longues histoires sur les années qu'elle avait passées avec les enfants qu'elle aimait tant. Seulement, plus les semaines avançaient, plus son état se dégradait. De plus en plus souvent, elle se mettait à parler toute seule et errait dans la maison de retraite dans une confusion totale. Un peu comme si elle cherchait quelque chose. Et Kate nous explique qu'elle a d'ailleurs très rapidement compris ce que la vieille dame cherchait. Madame Lizzie parlait en effet très souvent d'un type de nourriture particulier. Quelque chose qu'elle appelait son plat préféré. Kate nous raconte qu'avec ses années d'expérience, elle s'était habituée à travailler avec des patients présentant diverses formes de maladies. Mais que ce qui rendait le travail si pénible avec Madame Lizzie, c'était son dégoût pour toute nourriture normale. Parfois, elle regardait simplement ses repas avec un certain dédain, poussant la nourriture d'un bout à l'autre de l'assiette. À d'autres rares occasions, cependant, ce dégoût se manifestait par une véritable haine. Elle devenait alors violente, jetait les assiettes et exigeait qu'on lui apporte son plat préféré. Exactement comme moi quand on me sert des brocolis. Qu'est-ce que c'est dégueulasse! Je te jette les assiettes. Je suis avec vous, Madame Lizzie, je vous comprends. Elle regardait alors souvent Kate en lui disant « Juste une fois. Je veux juste en remanger une fois. » Alors là, on peut dire que Madame Lizzie a quand même le comportement d'un vegan à un barbecue. C'est des chipots là? Juste une fois, je veux juste en remanger une fois. Au fil des mois, Kate nous explique qu'elle s'est finalement habituée au comportement de Madame Lizzie. Elle avait beaucoup de peine à la voir sombrer dans la démence, et a alors essayé de faire de son mieux pour trouver de quel plat Madame Lizzie ne faisait que parler. Elle n'aura jamais de réponse, parce que Madame Lizzie est morte. C'est la fin de la vidéo, merci les amis, à plus. Je plaisante. Un soir, après une crise de démence de la vieille dame, Kate lui demanda « Quel est ce plat dont vous parlez si souvent, Madame Lizzie ?» Mais la vieille dame ne répondait jamais.
Au lieu de ça, elle regardait Kate avec un regard fixe, mélangé de confusion et de méfiance, comme si elle sentait qu'elle essayait de la piéger. Et plus l'état de la vieille dame s'aggravait, plus ses histoires devenaient absurdes. Les histoires du début où elle racontait comment elle jouait avec les enfants pour leur apprendre l'alphabet se sont transformées en un désordre incohérent. L'envie de son plat préféré se mélangeait de plus en plus aux histoires avec les enfants. Elle s'asseyait alors à côté de Kate pour lui murmurer à l'oreille ses délicieux petits-enfants. Kate nous explique alors à quel point c'était déchirant de voir cette vieille dame sombrer dans la maladie et se perdre dans un désordre confus et dément. Mais le pire est à venir. La nuit où c'est arrivé, Kate était de garde de nuit. Alors qu'elle traverse la maison de retraite pour un contrôle nocturne, elle remarque que la porte de la chambre de Madame Lizzie est grande ouverte. En entrant dans la chambre, elle s'aperçoit que le lit de cette dernière est vide. Kate va alors voir sa collègue Linda pour l'informer qu'une des patientes avait quitté sa chambre et devait se promener dans la maison de retraite. Quand Kate a dit à sa collègue qu'il s'agissait de Madame Lizzie, cette dernière s'est mise à soupirer. En effet, tout le personnel de l'hôpital en avait marre du comportement de la vieille dame. Ce qu'on peut comprendre d'ailleurs, hein. Si au bout d'un moment tous les midis elle balance sa purée à travers toute la salle, c'est peut-être un peu relou. Alors que Kate se frayait un chemin dans les longs couloirs de la maison de retraite pour retrouver Madame Lizzie, elle entendit sa collègue Linda crier. Après l'avoir retrouvée, Linda se trouvait par terre devant la porte d'une pièce. Son visage était alors aussi blanc qu'un drap et ses lèvres tremblaient. Elle leva alors sa main tremblante vers l'intérieur de la pièce. Kate réalisa alors qu'il s'agissait d'une chambre réservée aux personnes placée dans le coma. Sans perdre une seconde, elle entra dans la pièce et alluma la lumière. Madame Lizzie était là, à côté d'un lit, tenant le bras d'un des patients plongé dans le coma. Sa bouche était alors grande ouverte, et elle avait enfoncé les quelques dents qui lui restaient dans la chair du bras, juste avant de l'avaler. Madame Lizzie regarda alors Kate dans les yeux en lui disant « C'est tellement délicieux ». Kate s'empressa alors de la retenir et de la repousser du bras du patient. Pensant qu'elle allait se défendre, Kate mit toutes ses forces, mais la vieille dame était étrangement docile. En sortant, Kate dit à Linda de s'occuper du bras du patient pendant qu'elle la ramenait dans sa chambre. Pendant tout le trajet, la vieille dame souriait et se léchait les lèvres, tout en racontant à Kate à quel point elle s'était régalée. Alors nous, en général, on fait ça en sortant du domac. Elle, c'est après avoir démonté un bras d'un gars qui est dans le coma. Hein, on n'est pas sur... Kate nous explique que le plus traumatisant dans cette histoire était de voir le sourire de cette vieille dame rempli de satisfaction. Avant d'entrer dans sa chambre, la vieille dame lança à Kate « Si longtemps. Ça faisait si longtemps que je n'y avais pas goûté. » Lorsque Kate la plaça dans son lit, elle s'attarda quelques instants sur le regard de la vieille dame. Pour la première fois depuis longtemps, ses yeux étaient à nouveau clairs. Et pour la première fois, Kate observa l'obscurité persistante et sinistre qui s'y cachait. Kate nous raconte alors que cette histoire s'est passée il y a plusieurs mois, mais qu'encore aujourd'hui, tout ce qu'elle peut entendre dans sa tête, ce sont ces mots, des mots qui la remplissent d'une terreur indicible, ces délicieux petits enfants. Et ben voilà les amis, c'est la fin de la première histoire. Waouh, j'ai galéré et en plus, il fait 34 degrés dans mon appartement, je suis en sueur, j'ai les qui collent au paquet. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu pour un retour pour une première histoire. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la raconter en tout cas. Et surtout ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est ce questionnement de est-ce que c'est simplement la maladie, la démence précoce qui affecte le comportement de Madame Lizzie, ou est-ce que toute sa vie finalement ça a été une cannibale mangeuse d'enfants qui est devenue maîtresse d'école juste pour pouvoir se servir aux 4 heures. Timothée, tu viendras me voir à la récré. Oui, on va parler, hein. Pourquoi j'ai un couteau et une fourchette? Tu en poses des questions, Timothée? En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, mettez également vos théories, sachez que je lis tout et que ça me fait le plus souvent beaucoup rire, vous êtes énormes. Et passons tout de suite les amis, sans plus attendre, à la seconde histoire. Je suis désolé Julie, mais vous êtes infertile. Il s'avère que cette ménopause précoce est irréversible. Vous ne pourrez jamais avoir d'enfant biologique. La mère de Julie se mit alors à pleurer en mettant sa main devant sa bouche lorsqu'elle apprit la nouvelle. Elle commença même à trembler. Julie posa alors une main sur l'épaule de sa mère en lui disant que ça ira, que ce n'était pas la fin du monde et elle le pensait vraiment. En effet, Julie n'avait que 17 ans. Elle ne s'était même pas encore imaginé devenir mère et elle voit le bon côté des choses, plus jamais de règles de sa vie.
Putain, comment je kifferais. Ah là, ça me changerait. Elle nous explique qu'elle n'a d'ailleurs même pas eu les larmes aux yeux à l'annonce de son infertilité, mais qu'en revanche, sa mère n'a pas arrêté de pleurer comme si on venait de la diagnostiquer d'une tumeur au cerveau. Elle trouve tout simplement la réaction de sa mère un petit peu exagérée. D'ailleurs, quelques jours plus tard, Julie nous explique que sa mère n'est toujours pas sortie de son état dépressionnaire. La porte de sa chambre restait en effet fermée et verrouillée, et malgré les appels persistants de Julie, elle refusait de répondre. Tout ce qu'on pouvait entendre dans la maison étaient ses pleurs qui résonnaient. Julie commençait alors à vraiment s'inquiéter car elle nous explique que sa mère a toujours été la femme la plus résistante qu'elle ait connue. Une super maman assurant le rôle de père et de mère pour Julie et sa petite sœur Sally après que leur père soit décédé. Alors que les deux sœurs se préparaient à manger, les pleurs de la mère cessèrent, ce qui signifiait qu'elle s'était endormie. Julie nous raconte que ça a été la routine de leur mère au cours des derniers jours. Pleurer, dormir et pleurer encore. Exactement comme moi. Les deux sœurs discutaient tranquillement quand, d'un coup, quelqu'un se mit à frapper à la porte. Suivi d'un son encore plus surprenant, le bruit de leur mère qui saute hors de son lit, descend les escaliers et se dirige vers la porte d'entrée. Un homme était alors là, sur le pas de la porte. Julie nous raconte qu'elle ne l'avait jamais vu auparavant et nous le décrit comme étant chauve avec des lunettes rondes. La mère de Julie dit alors à l'homme « Nathan, quel soulagement de vous voir. Mais qui est-il, bon sang ?» Nathan et la mère se sont alors rendus dans la cuisine où Sally et Julie venaient de terminer leur repas. Julie nous explique que sa mère avait l'air tout simplement affreuse. De lourdes poches sous les yeux, des cheveux ébouriffés et clairsemés, des yeux rouges et injectés de sang et des larmes qui lui coulaient encore sur les joues. Cependant, elle arborait un sourire pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité. Julie, Sally, voici Nathan, un de mes amis. Nathan a alors enchaîné en disant « Je suis content de vous rencontrer toutes les deux. Votre mère m'a dit beaucoup de bien de vous. » Sally, la plus jeune, a alors demandé à sa mère qui était cet homme et que faisait-il ici. Nathan se mit alors à sourire et sa mère à rougir. Bon, on va pas se mentir, ça sent le PCR et je parle pas du test. Je parle d'un plan cul régulier. Est-ce que je me trompe ? Complètement. La mère continua alors. « Sois polie, Sally. Nathan est là pour nous aider, les filles. Allez, venez tous dans mon bureau. » Julie nous explique qu'elle fut confuse d'un coup. Les deux sœurs n'avaient en effet jamais été autorisées à rentrer dans le bureau de leur mère. Strictement interdit, toujours verrouillé. Avant que Julie ait le temps de dire quelque chose, les voilà tous les quatre en direction de la porte du bureau. En entrant dans la pièce, Julie nous explique qu'elle n'a jamais vu ça de sa vie. Les murs étaient tachés de moisis, accompagnés de messages à la peinture rouge. Il arrive. À l'aube, il se lèvera. Mort aux non-croyants, elle qui portera le Fils sera bénie. Des totems en bois se trouvaient alors partout sur le sol, rassemblés avec des os brisés et de la ficelle. Le squelette de ce qui ressemblait à un mouton était posé dans un coin de la pièce et un pentagramme était dessiné au plafond comme s'il s'agissait du soleil. La mère se tourna alors vers les deux filles. « Les filles, vous deviez le découvrir plus tard, mais des circonstances atténuantes sont survenues. » Les yeux de la mère scrutaient la pièce, remplie de fierté, alors qu'elle redressa sa posture pour continuer son discours. « Notre famille est spéciale, mais pas chanceuse. Nous avons été bénis avec le sang de Lucifer dans chaque cellule de notre corps. Et en tant que tel, nous lui devons le cadeau que nous seuls, en tant que femmes, pouvons lui offrir, son enfant. » Pardon ? J'ai pas compris là que... Tu racontes quoi, maman, là, je comprends pas le... La mère continua alors son discours de psychose en disant « Il a besoin d'un fils. La mort de votre père était une punition pour avoir eu 2 filles. Et je crains que sa prochaine punition ne soit pire. » La mère de Julie la regarda alors dans ses yeux avec des larmes qui coulaient sur ses joues. « Julie, nous étions si proches, jusqu'à ce que tu deviennes stérile. » Le regard de la mère se porta alors à nouveau sur le pentagramme au plafond. Julie et sa sœur se sont alors regardés et ont commencé à se tourner vers la porte du bureau. Sauf que Nathan s'est immédiatement déplacé pour bloquer la porte, les bras croisés sur sa poitrine. La mère des deux filles continua alors « Voilà pourquoi Nathan est ici, pour pouvoir donner un enfant à Sally avant que tout espoir ne soit perdu. » Sally s'est alors mise à hurler et Julie a crié sur sa mère en la traitant de folle. Julie se retourna alors vers Nathan qui avait déjà commencé à baisser son pantalon.
tandis que la mère retenait Sally en lui attrapant les bras. Heureusement, Julie, qui portait des Doc Martens, a réussi à frapper Nathan au niveau de l'entrejambe le plus fort possible, et ce dernier s'est directement effondré sur le sol. Julie a alors aperçu un gros os sur le sol de la taille d'un fémur. Elle l'a alors saisi, s'est retournée vers sa mère et l'a écrasé contre son crâne. Sa mère tomba alors sur le sol, le visage rempli de sang, et Julie en profita pour prendre la main de sa petite sœur, Sally. Les deux sœurs se sont alors précipitées vers la porte d'entrée afin de quitter le plus rapidement la maison. Alors qu'elle descendait les escaliers, Julie entendit sa mère « Vous ne vous en sortirez pas, nous sommes partout dans le monde et nous servirons notre Père. » Julie nous raconte qu'elles se sont toutes les deux retrouvées dehors sans savoir où aller. La seule chose dont elle était persuadée, c'est que quelque chose les observait. Et c'est la fin de cette histoire. Ouh là là, on reste sur une petite frustration. Je vais vous dire, il y a une partie 2 sur Reddit de cette histoire-là, que j'ai lue, et qui est pourrie, c'est pas bien. Donc on va s'arrêter là, on va rester juste sur cette partie-là, porte ouverte, imaginez ce que vous voulez après, mais en tout cas sachez que la suite, comme l'auteur l'a écrit, c'est pas terrible. C'est la fin de la vidéo les amis, j'espère que ces deux histoires vous ont plu, d'autant plus que là, comme je vous l'ai dit, je suis en sueur totale. Et honnêtement, j'ai galéré de ouf à remettre toute l'installation, à lire les textes, à les apprendre et tout, mais ça a été un vrai plaisir de revenir vous offrir ces deux histoires et j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment en me regardant. Je vous remercie également d'être aussi nombreux à continuer de vous abonner et à regarder mes vidéos, c'est juste fou, je me rends pas vraiment compte en fait, mais là on va atteindre les 20 000 abonnés dans pas longtemps, ce qui est énorme, donc un grand merci à vous pour votre soutien, vraiment vous me faites kiffer comme pas possible. Et je m'excuse encore en vrai pour les 2 mois d'absence, mais j'avais vraiment du travail à côté, que vous verrez bientôt, peut-être, probablement. D'ailleurs, le travail que je fais à côté, j'en poste de temps en temps sur mon Instagram, hein, voilà, c'est kino-nf. Venez, parce que là on est 20 000 sur YouTube, sur Instagram, on est 2. Donc venez vous abonner, venez, viens. Ça va, viens. Je vous dis à la semaine prochaine, sans faute. Je serai là la semaine prochaine, il n'y aura pas 2 mois d'absence ou quoi. J'ai écrit des histoires, d'accord, il en reste, j'en ai en stock. À la semaine prochaine les amis pour un nouveau Thread Horror. Et je vous souhaite un très très bon week-end à tous. Ciao ciao.